Qu'est-ce que vous allez trouver dans cette présentation? Je vais vous parler rapidement du cluster santé dans Horizon Europe parce que c'est important de faire un lien entre les politiques de la Commission européenne et le programme de travail. Et vous allez voir pourquoi avec notre analyse des évaluations. Je vais vous faire une petite explication de comment ça marche la procédure d'évaluation à la Commission européenne et comment est-ce que nous avons analysé ces évaluations, en fait, quelle est la méthodologie que nous avons choisie et pourquoi. Et nous allons vous présenter des résultats d'analyse par destination avec quelques recommandations, en fait, quelques constats et quelques recommandations aussi. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Sophie. Elle nous a préparé un Slido. Et vous avez le QR code, mais sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, vous pouvez aller directement sur le site web des Slido, c'est slide.2, et vous tapez ESR 2021 synthé. Je te laisse. J'espère que ça va marcher. C'était pas garanti. Je vais partager mon écran. Peut-être Catherine, si tu peux remettre le lien direct dans le chat. Je ne l'ai pas préparé le lien direct, mais si tu arrives à faire ça, c'est cool. Je vais essayer. Si tu arrives à te connecter. Donc voilà, on voulait savoir dans un premier temps si vous-même vous aviez déposé ou accompagné le dépôt d'un projet sur les appels santé dont on va présenter l'analyse. Ce qui fait que vous pourrez peut-être partager votre expérience personnelle ou rebondir sur les choses qu'on a vues ou pas du coup. C'est bien partagé quand même. Donc il y en a certains qui sont là pour comprendre les résultats et d'autres pour un futur dépôt peut-être. C'est vrai que je n'ai pas posé cette question. Donc on a 13 participants. Je vous laisse répondre parce que nous, on aura les stats par la suite. On va peut-être pas attendre que tout le monde réponde. Mais voilà, on voulait avoir un peu cette vision. Donc on va dire qu'on est à part égale entre des gens qui ont déposé et des gens qui sont là pour chercher des conseils pour un futur dépôt. Merci, je te rends la main, Vania. Merci Sophie. En fait, je veux vous parler de la santé dans Horizon Europe. C'est une slide que vous avez déjà vue plusieurs fois et dont je ne veux pas rentrer dans les détails. Juste pour vous dire que le cluster santé se situe dans le pilier 2 de Horizon Europe. Et ce qui est important pour moi dans cette présentation des évaluations, c'est que c'est souligner qu'Horizon Europe soutient la recherche et l'innovation à travers le programme de travail qui définissent les opportunités de financement par des appels à propositions et qui a un lien direct, attendez parce que ça va très long, ouais, entre les priorités politiques de la Commission européenne et ce qui est tendu des topics, en fait, ce qui est financé et les résultats du projet. Et qu'il faut tenir ça en compte quand on va répondre à un appel à projet, ne pas oublier que toutes les propositions viennent d'une volonté politique de la Commission européenne et qui décline en impact attendu. Vous avez entendu parler de destination et on va parler de destination tout au long de ce webinaire. Et que les topics, on a des attentes spécifiques des topics et par rapport à ces impacts attendus à court et à long terme. Désolée parce que ça va très long aujourd'hui. Ouais, ok. Et juste pour vous dire que dans les programmes de travail dans Horizon Europe, si vous avez déjà vu des appels à propositions, pour un topic spécifique et un appel spécifique, qu'est-ce que vous trouvez comme information? En fait, ce qu'il faut répondre, ce qu'on appelle le scope de topic.
je suis désolée de mélanger le français et l'anglais, mais c'est un langage on est habitué. En fait, je ne suis pas habituée à le faire en français. Je suis désolée. Je mélange. Mais en fait, il y a des expected outcomes de chaque topic, des impacts attendus et les types d'actions qui va être financé et évidemment les budgets pour chaque topic. Dans la procédure d'évaluation d'un Horizon Europe, il y a 3 critères principaux qui vont être évalués: l'excellence, l'impact et la qualité et l'efficience de la mise en œuvre. Et vous allez voir comment c'est important de tenir ça en compte. L'évaluation est faite par le pair à travers des comités d'experts indépendants, qu'on appelle les experts évaluateurs. Chaque projet est évalué par minimum 3 experts et les projets sont à la fin classés et financés par rapport au budget disponible dans l'appel. Et quand vous avez le programme de travail, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un petit encadré au début des destinations en disant ça, c'est le budget disponible pour tous les topics et le nombre de projets qui vont être financés par topic. Euh, pour les actions de recherche et innovation, quand on trouve 2 scores identiques, ce qui est déterminant, c'est l'excellence. En fait, c'est les projets qui ont la meilleure excellence, la meilleure note de l'excellence qui va être financée. Et pour les actions d'innovation, pour 12 scores identiques, c'est l'impact qui est déterminant pour, euh, pour, le, pour ces appels. Et les temps d'évaluation pour les appels, c'est 5 mois maximum, plus ou moins 3 mois de contractualisation si vous allez être financé. C'est-à-dire qu'au moment, à partir de la date limite du dépôt, vous avez 8 mois pour commencer votre projet. C'est des estimations, hein, parce que la contractualisation peut durer un peu plus dépendant du projet. Vous savez, plusieurs notes d'évaluation. 0, c'est une proposition qui ne répond pas aux critères demandés. 1, c'est médiocre. 2, passable. 3, c'est une proposition qui a un bon score. 4, très bien. Et 5, excellent. Et on va vous montrer plus en détail tout ça. Vous allez avoir ces scores en tête un peu plus tard dans la présentation. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a 3 critères qui sont pris en compte: l'excellence, l'impact et la qualité et l'efficacité de l'implémentation, en fait, de la mise en œuvre. Et ce qui est mis ici en rose-violet, en fait, c'est les critères qui sont les plus notés et qui sont les plus pris en compte à chaque fois qu'on évalue la globalité de l'excellence, par exemple. On regarde plus les objectifs du projet, la méthodologie. Il y a des aspects comme la dimension du genre et aussi les pratiques de open science qui sont pris en compte. Et, et ça, c'est pas juste du blabla politique de l'évaluation, des critères d'évaluation. Vous allez voir avec l'analyse que, que c'est une réalité. En fait, que ça c'est les critères qui sont les plus pris en compte pour chaque section. Pareil pour l'impact, les schémas qui mènent vers l'impact et les résultats et les mesures pour maximiser l'impact. Et pour la mise en œuvre, les plans de travail et les consortiums. Si vous n'avez jamais vu un rapport d'évaluation, c'est comme ça que ça se présente en fait. On a le call, les types d'actions, le numéro de proposition, comment s'appelle le projet. Vous avez aussi un carré au début avec le nombre de participants à l'appel, en fait les partenaires du consortium. Vous avez le score total de chaque appel et comment ils sont notés, chacun des critères avec les différents aspects. Les commentaires sont très généraux et ils sont tous avec un même style. C'est très important. En fait, on peut trouver des évaluations avec quelques commentaires sur la partie scientifique des appels, etc. Mais en général, c'est ces commentaires très succincts et très généraux, ce qui nous permet de faire une comparaison. Et comment nous avons fait? En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons choisi les topics d'ERIA, en fait, de recherche et innovation, des CESR. Nous avons choisi d'analyser seulement les projets avec une note supérieure ou égale à 11.
entre 11 et 15. Et nous avons fait une répartition des notes et des pays coordinateurs. À la fin, nous avons évalué 189 ESR, des projets soumis aux appels 2021, tout topic confondu. 24 ESR par la destination 1, 26 destination 2, 75 la destination 3 qui avait plusieurs topics, en fait 5 topics comme vous pouvez le voir ici, 26 ESR de la destination 4, 30 de la destination 5 et 8 de la destination 6. Et nous avons pris le nombre de commentaires positifs et négatifs. Et comme je viens de vous dire, ils sont comparables parce que les commentaires sont très généraux. Et on les a mis par critère, on les a sélectionnés par critère, excellence, impact et mise en œuvre. Et pour l'identification des différences entre projets financés et non financés. Désolée, parce qu'il manque ici les non financés. Mais c'est ce que je voulais mettre sur cette diapositive. Je te laisse la parole, Sophie. Oui, alors il y a eu, je ne sais pas si c'est la bonne version, parce que c'est 181 topics analysés, pas 189, mais c'est pas grave, on verra. Ouais. Donc, en ce qui concerne les résultats généraux de l'appel 2021, on a juste remis là, pour info, donc ça concerne uniquement les RIA, donc il y a eu 501 propositions. Vous avez ici la répartition des notes pour celles qui sont comprises entre 10 et 15, puisque en 2021, la note seuil était de 10. Pour mémoire, elle va passer à 12 sur les appels 2023. Et donc, c'est important de noter qu'il y a plus de 40% des propositions qui sont notées en dessous de 10. Donc, ça fait quand même beaucoup de propositions au final. Et donc, si vous soumettez une bonne proposition, le taux de succès est tout de suite plus élevé. Donc, nous, ce qu'on a analysé... Non, pardon, fatiguée. Les projets avec au moins un partenaire français dans l'ensemble de ces dépôts. Donc, sur 15 topics, la France est présente sur 14 topics dans 207 propositions. Et il y a 32% des propositions dans lesquelles il y a au moins un partenaire français qui sont en dessous de 10. Donc c'est un peu mieux que la moyenne. Et sinon, la répartition des notes est quand même très similaire. On a toujours un pic entre 12 et 13. Est-ce que je peux vous interrompre, Virginie Oui. et Sophie, parce que je vois passer Ouais. quand même des questions. J'ai une question concernant les ESR pour les projets qui passent en étape 2. Effectivement, on n'a pas d'ESR complète pour ces projets-là et il n'y a aucun moyen d'avoir de stade, vous confirmez? Oui, normalement, C'est il n'y a pas d'infos. Ouais, que à l'issue de la deuxième étape où on a une ESR complète. OK. exactement. Et donc, pour les analyses qu'on va vous présenter ici, on a sélectionné 14 topics et donc 180 ESR analysés, soit 36% des projets déposés. Et donc là, donc les notes sont entre 11 et 15 et on vous a remis la répartition des notes sur les topics analysés. Vous aurez les slides, hein, vous aurez le temps de regarder ça tranquillement. Alors là, ce qu'on a essayé de faire, c'est la moyenne des notes par critère et par destination. Parce qu'en fait, on va vous le présenter en détail, mais on voit que les commentaires et les notes ne sont pas les mêmes en fonction des destinations. Et il y en a avec des pressions de sélection plus ou moins fortes. Sur ce graphe en particulier, en bleu, on a la destination 1, où on voit que globalement, les notes étaient meilleures. Alors ça se joue à 0,1 ou 0,2, hein, mais c'est quand même plus élevé. Et d'ailleurs, le taux de succès était plus faible, il me semble. Donc, il y avait une pression de sélection plus forte, alors qu'on peut voir, au contraire, dans la destination 6, les notes étaient beaucoup plus faibles. C'est vrai que le topic était un peu plus spécifique et a été moins compris. Donc, il y a des petites différences. Oui, je suis désolée, il y a des travaux chez moi. Il y a des petites différences en fonction des destinations, même si c'est pas sur des scores très... Comment ça se joue à 0,1 ou 0,2 près, mais on peut quand même voir les différences. Tu voulais rajouter Oui, quelque chose ?
Oui, oui, en fait, ce que je voulais dire, et vous allez voir dans les détails des destinations, par exemple, pour la destination 6, où on voit que les scores ils sont un peu plus bas, c'est-à-dire il y a moins de sélection, il y a aussi moins des appels. En fait, il y a un seul topic, il y a moins de dépôts aussi. Oui, c'est vrai. Vania, je vois tes mails. Ah, Voilà. ah, désolée. Et t'es allé trop loin. Attends, ouais. Voilà. Donc là, ce qu'on vous a présenté, c'est purement un comptage en fait des critères positifs et négatifs, des commentaires pardon, positifs et négatifs pour chacun des critères, avec une différence entre les projets financés et non financés sur l'ensemble des destinations. Donc quand on fait cette analyse sur l'ensemble des destinations, les différences sont finalement pas exceptionnelles, on va dire. On voit quand même ce qui est à noter et qu'on retrouve dans toutes les destinations, c'est que dans les projets, qu'ils soient financés ou non financés, les essais cliniques, études cliniques ou les outils d'intelligence artificielle sont toujours assez négativement notés. Donc, comme vous pouvez le voir, évidemment, c'est un peu plus négativement noté dans les projets non financés, quoique. Donc, c'est vraiment deux critères auxquels il faut faire attention et il faut vraiment s'employer à détailler, à justifier, on y reviendra. Mais ça, c'est un critère sur lequel vous pouvez rapidement augmenter la note. La slide a changé. Voilà, merci. Et ensuite, dans les projets financés, il y a relativement peu de commentaires négatifs en général sur la clarté, la pertinence des objectifs et l'ambition au-delà de l'état de l'art. Dans les projets non financés, ça reste modéré, mais c'est là où on va quand même avoir une différence, même si elle est mince. Et de manière générale, il y a très peu de commentaires négatifs sur tout ce qui est genre dans le contenu de la recherche et la qualité des pratiques de sciences ouvertes. Sur le critère impact, donc on a rajouté un critère qui s'appelle aspect réglementaire parce qu'il ressortait dans certaines propositions, mais comme vous pouvez le voir, en nombre absolu, ça ne représente pas quelque chose de très important. Mais sinon, pareil, là, c'est assez mince la différence. On peut avoir une différence, notamment sur plan d'exploitation. Et également Pathway to Impact, mais ça, on va voir qu'il y a des plus grosses différences en fonction des destinations. Et sur le critère mise en œuvre, là, c'est pareil. Sur l'évaluation des risques, c'est un des critères qui ressort commenté le plus négativement, que ce soit dans les projets financés ou non financés. Je voudrais juste Ouais. souligner que, en fait, le message ici, ce n'est pas vous dire qu'il n'y a pas de différence entre les financés et non financés, parce que vous allez le voir. En fait, ça, c'est juste en point de vue global de tous les ESR que nous avons analysés, mais vous allez voir qu'il y a des différences. Oui, ça dépend Donc voilà, ce que je disais, c'est que les commentaires les critères qui sont le plus commentés en général, ça va être la crédibilité du concept et la méthodologie pour l'excellence, le pathway to impact pour la partie impact, et tout ce qui est work plan pour la partie mise en œuvre. Et là, c'est là où je n'ai pas remis les chiffres en valeur absolue, mais il y a vraiment toujours beaucoup de commentaires détaillés, tous les aspects sont vraiment regardés. Donc je disais, les critères auxquels on ne s'attendait pas forcément, qui sont commentés de manière très positive, donc sur l'intégration du genre et des sciences ouvertes dans le projet. Du coup, vu que tout le monde y fait très bien attention et que c'est très bien noté, c'est très important d'être vous aussi bien noté, parce que sinon ça peut faire rapidement une différence en fait si vous êtes négativement noté sur ce critère. Et là, comme je l'ai dit, ceux qui sont les commentés de manière la plus négative, et donc sur lesquels il y a un levier pour essayer de passer au-dessus, ce sont vraiment les aspects d'intelligence artificielle et d'études cliniques, quand il y en a dans le projet, et l'analyse de risque. Tout ça est assez négativement noté, même dans les projets financés, et ça c'est vrai, quelles que soient les destinations. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous reprendre en fait les commentaires, le type de commentaires négatifs qui sont faits sur chacun des critères. Donc c'est purement qualitatif par rapport à ce qu'on a lu.
Donc, ce que je disais hein, sur la clarté des objectifs et l'ambition, en général, c'est vraiment assez bien noté, mais on voit en fait que la note va chuter rapidement dans les projets qui sont considérés comme n'allant pas au-delà d'état d'art. Il y a rarement un projet qui est financé quand il y a un commentaire négatif sur cet aspect-là. Donc ça, c'est très important, en particulier dans certaines destinations, on verra. Ensuite, sur concept et méthodologie, là, ce qu'on voit, bon, c'est pareil, hein, j'ai pas de, comme l'a expliqué Vania, d'exemple précis parce qu'il n'y a pas de détails qui sont notés, mais de manière générale, les experts apprécient que vraiment toutes les méthodos et les hypothèses soient justifiées. Les commentaires les plus négatifs qu'on voit, c'est pas assez justifié, pas convaincant, etc. Et ce qui est très important dans cette partie-là, c'est l'aspect interdisciplinaire, donc qui est toujours soit souligné de manière positive, soit critiqué de manière négative, mais c'est un aspect qui ressort. Et en particulier pour certains appels, il est noté le manque d'intégration de la discipline SHS. Ça, c'est vraiment un défaut, c'est-à-dire, ok, on a mis un partenaire SHS, mais on ne comprend pas bien son rôle, et ben ça se voit. Ensuite, donc j'ai plus particulièrement relevé tout ce qui était négativement commenté sur l'intelligence artificielle. Donc, quand on est sur des commentaires positifs, on a des choses très générales. Donc, en gros, la robustesse hein, de l'outil est adéquate et bien décrite, et puis les techniques sont clairement décrites et discutées. Par contre, dans les commentaires négatifs, ça va un peu plus loin. Donc, il y a évidemment tous les commentaires sur la robustesse, donc c'est pas suffisamment détaillé ou pas clair, ou les techniques et les systèmes et les modèles et les algorithmes, etc., ne sont pas pertinents, ne sont pas décrits de manière adéquate ou de manière trop détaillée. Et dans certains cas, le rôle de l'IA dans le projet n'est pas expliqué, ou en tout cas n'est pas clair. Et il y a pas mal de commentaires négatifs sur tout ce qui est aspect de sécurité, confidentialité et précision de l'outil, qui ne sont pas assez discutés. Et il y a également pas mal de commentaires sur les datas donc, qui sont utilisées pour entraîner les modèles. Donc soit elles ne sont pas décrites, soit la question de données manquantes n'est pas discutée, la qualité des données et la disponibilité est insuffisante. Donc, c'est vraiment un critère sur lequel il faut faire très attention. Sophie, Oui. et justement, dans le chat, on a une question pertinente parce que, qui est la suivante, c'est jusqu'où doit-on aller dans le détail? Puisque la personne, en tout cas, je ne vois pas exactement le nom, mais demande, pensait que le détail sur l'IA se faisait plutôt à l'étape 2. Et donc, d'où la difficulté de savoir et de jauger le degré d'info à mettre au niveau de la première étape. Alors là, on est sur des appels à une étape, hein. On n'a pas encore fait Oui, c'est l'analyse vrai. sur les 2 Oui. étapes. Donc, après, l'intelligence artificielle, elle est notée dans la partie excellence. Donc, du coup, à la première étape, il y a quand même la partie excellence. Alors, c'est vrai que dans la partie work plan, on retrouve certains commentaires négatifs sur l'intelligence artificielle en fonction des work packages, mais elle est souvent très commentée, enfin, en tout cas, indiquée pour les experts dans le sous-critère excellence. Donc, j'imagine qu'il faut quand même l'expliquer à ce moment-là. Oui, Vania? Oui, en fait, je voulais dire aussi que dans la partie éthique, l'intelligence artificielle, elle est nouvelle. En fait, elle fait partie des critères éthiques à expliquer et que aussi, c'est une opportunité pour aller plus loin dans le détail. OK. Merci. Merci. Le deuxième sous-critère de la partie excellence qui pêche, donc ça va être les études ou les essais cliniques, hein, c'est études cliniques au sens large. Donc encore une fois, on retrouve peu de commentaires, peu de détails quand c'est positif, hein. Les études sont bien conçues, bien préparées, faisables, crédibles, la méthode est clairement décrite, etc. Sur les commentaires négatifs, là on retrouve plusieurs aspects. Donc on a les aspects du design de l'étude, donc qui n'est pas clair, qui n'est pas justifié, pas défini ou trop générique. Et on retrouve un peu les mêmes commentaires sur la méthodologie, qui n'est pas convaincante ou pas décrite avec suffisamment de détails. Ça, c'est vraiment un adjectif qui revient tout le temps. Not sufficiently detailed. Donc, très attention à ça. Il y a des commentaires sur la puissance statistique, donc soit que l'échelle de l'essai est trop limitée ou la puissance est limitée.
La taille des échantillons est commentée aussi. C'est pas justifié, c'est pas clair, c'est pas suffisant, pas convaincant ou sous-estimé. La méthode sur la collecte des échantillons aussi est critiquée, ainsi que les critères d'inclusion qui sont soit trop vastes, non spécifiques, pas justifiés, pas détaillés ou qui ne reflètent pas la diversité des populations. Et il y a eu pas mal de commentaires sur le manque de représentation géographique en Europe dans soit les cohortes, soit les sites. Donc, il faut faire très attention à tous ces aspects-là et vraiment tout justifier. En ce qui concerne le critère impact, donc sur le fameux Pathway to Impact, qui est un peu la grosse nouveauté de la commission sur Horizon Europe, il y a toujours beaucoup de commentaires qui sont détaillés. Et donc, quand c'est négatif, on est sur le pathway qui n'est pas assez décrit, ou pas ambitieux aussi, ça revient beaucoup, pas ambitieux ou pas convaincant. Et il y a pas mal de critères sur la partie Scale and Significance. Alors, j'ai pas traduit, je suis désolée, parce que ça risque d'être pas clair, donc, mais comme c'est écrit comme ça dans les évaluations, je le laisse. Et la scalability aussi. Donc, en gros, le projet, la mise à l'échelle du projet et jusqu'à dans quelle mesure on peut maximiser son impact sont des aspects qui sont négativement commentés, soit parce que c'est pas spécifiquement traité dans le projet ou pas quantifié aussi, c'est très important, l'aspect indicateur et KPI. Et il y a également l'aspect des barrières potentielles à l'impact qui ne sont soit pas traitées ou pas identifiées, ou non détaillées, et en tout cas les mesures pour y remédier, si les barrières potentielles sont identifiées, ne sont pas discutées ou trop génériques et pas adéquates. Donc voilà, c'est très général ce que je dis, mais comme l'a dit Vania, on n'a pas de détails nous sur le contenu des projets. Et classiquement, bon, les plans de dissémination, communication, exploitation, ce qui ressort et qui est très apprécié, qui est noté très positivement, c'est quand en fait ces plans-là comportent des activités et des mesures adaptées à chaque type de population cible. Donc si vous faites un plan de dissémination générique, ça peut être critiqué. Donc il y a beaucoup de commentaires positifs sur le fait que le plan de dissémination a des activités adaptées vers les patients, vers les professionnels de santé, vers les décideurs politiques, etc., en fonction de ce qui est pertinent. Et il y a également la question de la propriété intellectuelle, qui est très importante. Ce qui revient de manière négative, c'est quand c'est pas traité ou de manière très brève ou pas considéré. Donc, très important également. Et enfin, sur la mise en œuvre, donc le work plan, ça c'est quelque chose qui est très très commenté aussi dans les ESR. On a pas mal de choses sur le fait que ce soit pas assez détaillé. Encore une fois, il faut vraiment donner le plus de détails possible, mais en même temps en étant concis sur la justification des tâches et des activités, et donc faire attention aux incohérences et aux overlaps. J'ai plus ma slide. Pas mal de critiques sur les milestones et délivrables, donc qui soient pas assez détaillés ou pas en adéquation avec les tâches du projet, ou qui viennent trop tard, ou qui soient pas pertinents en tout cas, et qui ne permettent pas de mesurer l'avancement du projet. Et ensuite, il y a beaucoup de commentaires sur les budgets, donc soit qu'ils ne soient pas assez justifiés, encore une fois. Certaines tâches sont, selon les experts, sous-estimées ou surestimées en termes de budget, ou également ce qui est mal noté, c'est la mauvaise répartition des budgets entre les partenaires, lorsque ce n'est pas justifié évidemment, ou la mauvaise répartition des budgets entre les Work Packages, où il y a certains commentaires également où on estime que le coût de personnel est trop élevé par rapport aux tâches, autres coûts pour réaliser la recherche. Et ce qui est dans quasiment tous les ESR, c'est une remarque sur la justification des coûts de sous-traitance, que ce soit positif ou négatif, c'est noté à chaque fois, les coûts de sous-traitance sont bien justifiés ou les coûts de sous-traitance sont inadéquats ou ne sont pas pertinents. Donc moi personnellement, je ne savais pas que c'était regardé autant. Donc en tout cas, c'est vraiment quasiment dans tous les ESR, en positif ou en négatif. Donc faire bien attention à ça. Et enfin, je crois que c'est le dernier, sur le consortium,
bon, ça reste assez classique, hein. En commentaire positif, on a que le fait que les capacités et les ressources des partenaires sont bien adéquates pour réaliser le projet. Il y a également l'aspect interdisciplinaire. Ce qui est positivement souligné très souvent, c'est quand les partenaires ont un historique de collaboration. Du coup, je pense que c'est important de le souligner si c'est le cas. Par contre, j'ai pas vu de critiques négatives sur le fait que potentiellement les partenaires n'avaient jamais collaboré. Mais quand c'est le cas, c'est positivement souligné. Et en commentaire négatif, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse en fonction des topics, mais c'est noté quand il y a un manque de PME dans le consortium ou de partenaires industriels, ou également quand le rôle de certains participants n'est pas bien défini, ou que la distribution de l'effort au sein des partenaires n'est pas équilibrée. Ah oui, non, et il y avait encore l'analyse de risque. Donc je vous disais, ça fait partie des commentaires qui sont les plus négativement notés, hein, que ce soit dans les projets financés ou non financés. Donc en ce qui concerne l'évaluation du risque, selon les experts, donc elle n'est pas assez élaborée, ou encore une fois, pas suffisamment en détail, ou sous-estimée. Et donc là, en effet, pour ce qui est des risques spécifiques aux outils d'intelligence artificielle, donc il y a des commentaires spécifiques comme quoi c'est pas assez décrit ou pas correctement, notamment les risques sur l'acquisition et la qualité des données, sur les aspects légaux et la validité des techniques. Et il y a également en particulier les risques liés aux essais cliniques qui ne sont pas suffisamment décrits ou pris en compte, et notamment les délais de recrutement et tout ce qui est approbation réglementaire. Et dans le cas où l'évaluation du risque serait jugée correcte, il peut y avoir des commentaires négatifs sur les plans de contingence associés, donc qui ne sont pas convaincants ou non spécifiques, ou encore une fois, pas assez détaillés. Sophie, Oui. j'ai une autre question, je me permets, sur l'IA. Une question donc par rapport à l'excellence. Est-ce que ça s'applique aux topics requérant de l'IA, scope, ou tous les topics, même ceux qui ne requièrent pas de solution à base d'IA? Non, non, c'est uniquement dans le cas où il y aurait un outil d'IA IA. dans le projet. C'est marqué comme ça. D'ailleurs, dans les critères, il y a marqué intelligence artificielle si pertinent. Ok, merci. Donc, s'il n'y a pas d'IA, c'est pas Il ne pertinent. faut pas le chercher. Non, très bien. Voilà. C'est pas obligé. Désolée pour tout à l'heure, mais c'est parce que j'avais un problème avec mon micro. Et en fait, on va commencer à faire l'analyse par destination et vous allez voir que c'est super intéressant. Et ce que nous avons trouvé, on va commencer par la destination 1. Il y avait un seul topic qui était en rapport avec les maladies mentales et les citoyens. Et vous allez voir que la distribution des notes, elle est différente par rapport à d'autres destinations. En fait, c'est une destination où il y avait le plus de concurrence. En fait, les projets, ils ont été... en fait, ceux qui ont été financés, ils avaient des notes un peu plus hautes que dans d'autres destinations. Et si on voit la différence entre les projets financés et les projets non financés, on voit que la distribution, elle est vraiment différente par rapport aux projets financés et non financés. Évidemment, il y a moins de critères qui ont été des commentaires négatifs dans les projets financés. Ceux qui ont été les mieux notés, c'est les objectifs, hein, et ce que disait Sophie dans la partie générale, et, l'ambition au-delà de l'état de l'art. Et dans cette destination, j'ai lu beaucoup de critiques par rapport à l'innovation. En fait, aucun des projets qui avait un problème par rapport à l'innovation n'a été financé. Il n'y a eu aucun commentaire sur les essais cliniques, qui est très intéressant parce que dans cette destination, les essais cliniques, en fait, les études cliniques, plus que les essais cliniques, étaient obligatoires, c'est-à-dire que les requis il étaient atteints par les projets qui ont été financés. Et en détail, tous les projets financés correspondaient vraiment au texte de l'appel. En fait, ils sont tous des modèles prédictifs de maladies mentales avec des grosses cohortes. Et en fait, c'est vraiment cohérent avec les tests de l'appel. En fait, il ne faut pas négliger tous les aspects quand vous lisez l'appel et au moment du montage, que ça correspond à ce qui est attendu. Tout est noté, hein, il n'y a pas de critères semi-cachés. Tout est noté dans le texte de l'appel. Et tout ce qu'on vient vous dire, que Sophie vient de vous dire, ce qu'on va vous étaler dans les prochaines diapos, en fait, c'est quelque chose qu'on vous dit d'habitude quand on donne des conseils aux porteurs de projets.
pour le montage, etc. Mais en fait, on le voit avec des chiffres, l'importance sur certains critères et à faire attention sur certains aspects. Pareil pour la partie impact de la destination 1, il y a moins de commentaires négatifs en général. Et les critères sur Pathways to Impact, c'est ce qui est le mieux noté. En fait, il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'erreur, on va dire, sur cette partie. Et en fait, ça montre cette volonté d'Horizon Europe d'aller vers l'impact. Et pour la mise en œuvre des projets de la destination 1, aucune erreur sur la complémentarité des consortiums, en fait, comment il remplit tous les aspects demandés dans l'appel. Bon, celui-là sur la réglementation, je ne veux pas vous faire des commentaires parce qu'effectivement, comme disait Sophie, c'est quelque chose qu'on trouve dans quelques destinations pour la partie mise en œuvre, mais le nombre de commentaires, il est vraiment très faible, même si on voit qu'il y a une différence entre les financés et les non financés. Et la partie qui est aussi très commentée, c'est la partie de l'implémentation. Et l'évaluation des risques qui est mieux notée pour les projets financés. Et juste je vais vous donner un zoom sur les projets financés sur la destination 1 que je trouve très intéressant de vous montrer. Vous allez voir ici tous les projets qui ont été financés, les 5 projets qui ont été financés sur la destination 1. Il y a un 6e projet qui est sur la liste de réserve. Et si vous vous rendez compte, et ce que je trouve très intéressant de voir plus en détail dans cet exercice, c'est que ces projets qui sont dans la liste des réserves, en fait, évidemment, la somme de tous les scores, elle est inférieure à celle des projets avant, mais c'est un projet qui a un score d'excellence des 5, en fait. C'est un projet dont l'idée, les objectifs étaient excellents. Et pourtant, dans la partie implémentation, en fait, tout le work plan, etc., et analyse des risques, ils ont une note plus bas que les autres. Et en fait, ce que je veux vous dire avec cet exemple, c'est qu'il faut prendre en compte tous les critères. En fait, c'est pas parce que votre projet il est excellent scientifiquement qu'il aura les financements. En fait, il faut que ça soit crédible, il faut que la mise en œuvre soit crédible, il faut que l'impact soit crédible. Et c'est super important. Et cette tendance, on la voit dans d'autres destinations. Je vous ai mis cet exemple. On va voir un autre exemple comme ça dans une autre destination, mais on le voit partout. Et c'est important de passer ces messages quand vous aidez aux chercheurs ou quand vous-même vous êtes porteur d'un projet, de prendre en compte tous les aspects. Vania, je t'interromps parce qu'on a une question de Vanessa Tixier. Oui. Intéressante question, qui souligne que contrairement aux projets comme les Marie Curie, où l'on peut redéposer l'année suivante en améliorant les commentaires négatifs, quels peuvent être les bénéfices d'analyser des ESR pour le cluster santé sur ces topics qui ne vont pas réouvrir et des projets qu'on ne pourra pas redéposer? En fait, ce que je trouve intéressant de cet exercice, Vanessa, c'est que, comme on vous a dit au départ, les commentaires sont très généraux. En fait, on connaît les appels, mais on n'a pas vraiment le détail des projets. C'est vraiment très généraux. Et je pense que ça peut nous donner une idée de l'adéquation en fait, les attentes de la commission par rapport au topic et la réponse des projets. Ça, c'est quelque chose qui peut être général. Ce type de choses comme ce que je vous montre ici dans cette diapositive, en fait, tous les critères sont importants. C'est-à-dire ces projets, moi j'en suis sûre que les coordinateurs de ces projets qui a eu 5 en excellence, ils regrettent de ne pas savoir fait un bon travail en implémentation, qui est une partie euh, qu'on peut maîtriser beaucoup plus facilement que l'excellence. Par exemple, ces projets, il aurait pu passer très facilement. En fait, il était vraiment à la lisière d'être financé. Et je pense que c'est important. Vous allez voir dans d'autres destinations. En fait, les critères demandés correspondent à ce qui était le plus noté ou mieux noté
dans d'autres destinations. En fait, je pense que en fait, le message général, et on a une diapo récapitulative à la fin, c'est qu'il y a des aspects généraux de projet au moment de montage qu'il faut prendre en compte à chaque fois. Et même si on le dit à chaque fois, et quand on vous donne des conseils, etc., mais on a des chiffres qui montrent que c'est pourtant vrai. Si je peux compléter cette Oui. question qui remet en cause le nombre d'heures passées sur cette analyse. Non, mais c'est pas utile au niveau individuel de votre projet, puisqu'en effet, vous n'êtes pas certain de pouvoir le redéposer, mais ça veut parce que exactement le même topic ne va pas ressortir, mais potentiellement dans 1 ou 2 ans, il y a un topic un peu similaire où vous avez développé de nouvelles collaborations et vous avez un nouveau projet. C'est important pour les futurs projets d'avoir toutes ces infos, comme a dit Vania, sur qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui est négativement noté, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut détailler dans un projet ou pas. Et en effet, c'est pas comme les Marie Curie où vous pouvez détailler, enfin travailler sur votre projet individuel que vous allez redéposer, mais c'est pour des futurs dépôts et Et pour les collègues qui vont déposer après vous. Et je vais vous dire une chose, par exemple, ils sont notés différemment, ces projets Syntec et les projets Marie Curie. Dans les projets Marie Curie, vous avez, en fait, chaque commentaire négatif a une valeur d'un demi-pointe. Point. Ça veut dire vous enlevez 0,5 de votre note finale, qui n'est pas le cas dans ces projets. En fait, c'est beaucoup plus global aussi dans le type d'évaluation. Je te laisse, Sophie, là-bas. Donc sur la destination 2, donc on a analysé 2 topics, donc un qui était sur l'exposition aux ondes électromagnétiques et l'impact sur la santé, et le deuxième qui était sur la qualité de l'air intérieur et l'impact sur la santé. Donc là, sur les différences entre projets financés et non financés dans la partie excellence, c'est dans cette destination où il y a eu beaucoup de commentaires sur le rôle des sciences humaines et sociales au sens large. Donc dans la partie méthodo, dans laquelle est notée l'interdisciplinarité, c'était vraiment négativement noté le fait que les partenaires SSH n'étaient pas intégrés à la proposition ou étaient simplement manquants. Mais même s'ils étaient là, en fait, ce qui a été critiqué, c'est le manque d'intégration. Donc, typiquement, le partenaire SHS qu'on a contacté 1 mois avant le projet, qu'on a mis là pour faire bien, entre guillemets, et ben ça se voit. Donc, dans ces projets, notamment sur la destination 2, où on est sur santé-environnement et qui demande à faire appel beaucoup à ces disciplines, pas que dans cette destination d'ailleurs, mais j'ai beaucoup vu sur cette destination les critiques, vraiment travailler en amont et co-créer le projet avec l'intégration de ces disciplines et pas juste les ajouter à la fin, parce que du coup ça marche pas, ça se voit. Et sur cette destination aussi, beaucoup de critiques sur les essais cliniques. Alors il y a peu de projets, donc il y a peu de commentaires en valeur absolue, mais c'était quand même critiqué assez négativement. Sur l'impact, là, on avait des critiques majeures sur l'aspect scalabilité, dont j'ai toujours pas la traduction exacte en français, et l'identification des potentielles barrières à l'impact. Donc, en gros, au-delà du projet, il n'était pas clair sur comment on allait pouvoir déployer les solutions à une échelle un peu plus grande pour les projets non financés. Et je reviens encore une fois sur mes SHS, mais dans la partie complémentarité du consortium, sur les commentaires négatifs des non financés, 40% des commentaires négatifs sont sur la faible représentation ou le manque d'expertise des SHS, ou pas de référence spécifique aux SHS dans le projet. Donc c'est vraiment très important. Et à contrario, dans les projets financés, on n'a pas de référence spécifique en fait à ces SHS. Voilà, en gros, si c'est intégré, on ne va pas dire c'est super, c'est intégré. Mais par contre, si c'est pas intégré, c'est très négatif. Sur la destination 3, donc là c'est un peu plus difficile, peut-être qu'on pourrait éventuellement refaire un travail par topic quand on aura le temps. Mais donc il y avait 5 topics assez variés, hein, assez différents. Donc on a des moyennes disons supérieures à 4 pour chacun des critères. Donc sur le critère excellence, encore une fois,
on voit de manière générale que la clarté, la pertinence des objectifs et l'ambition de l'état de l'art sont peu critiqués, mais c'est peu de différence avec les non financés. Et alors vraiment dans cette destination-là, on est sur beaucoup de critiques, que ce soit financé ou non financé. Encore une fois, sur les essais cliniques et l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans toutes les destinations. Donc c'est très critiqué dans les projets financés, mais encore plus dans les projets non financés, évidemment. Sur l'impact dans cette destination-là, où on était quand même sur un développement de certains outils, il y a une différence importante au niveau des plans d'exploitation des données. Donc quand ça a été très, très, très critiqué sur les projets non financés. Donc faire attention à ces aspects-là quand il y a une sortie qui peut être exploitée en fin de projet. Ça fait la différence sur la note de l'impact. Et pour la mise en œuvre, voilà, classiquement, on reste sur une analyse de risque plus importante en négatif dans les non financés, mais sinon c'est une tendance similaire entre les financés et les non financés. Sur la destination 4, il y avait 2 topics. Quality and Care of Patient et un autre topic qui avait un rapport avec les politiques publiques, des outils pour la politique publique. On peut voir sur les projets financés, à nouveau, ce que disait Sophie au début, en fait, la partie de Open Science qui est, en fait, qui a pas de faute, la partie de genre qui est important hein, pour la qualité de patient. Les objectifs et l'ambition au-delà de l'état de l'art, c'est très bien noté aussi pour les projets financés par rapport aux projets non financés. Et en général, pour toutes les destinations, le nombre de commentaires pour les projets financés, il est plus important. En fait, ils vont un peu plus loin dans les commentaires pour les projets financés et les évaluateurs. Les études cliniques qui sont mieux notées aussi pour les projets financés. Et pour l'intelligence artificielle, bon, il y a des problèmes aussi, des critiques pour les 2 types de projets. Et pour la partie impact dans la destination 4, à nouveau, en fait, ne pas oublier le sujet, c'est quality care et des politiques publiques, des outils pour des politiques publiques. À nouveau, moins de commentaires négatifs sur les projets financés. Le mieux noté, c'est Pathway to Impact, à nouveau. Et on retrouve aussi des concepts comme scalabilité. En fait, je l'ai mis en anglais, mais c'est pareil, je ne connais pas la traduction en français. Mais c'est important parce que ça c'est noté dans l'appel. Hein. C'est des mots clés qui sont notés dans l'appel. Et pour la mise en œuvre, les financiers sont mieux notés en général, mais la tendance elle est plus ou moins pareille par rapport aux commentaires. Et je vous mets un autre exemple sur un autre projet en fait qui n'a pas été financé avec 4-5 d'excellence et pourtant d'autres à 4-5 qui ont été financés, ou 4 même qui ont été financés. Et à nouveau, pour souligner cette histoire de l'excellence ne fait pas tout, il faut vraiment prendre en compte tous les aspects de chaque projet. Alors, sur la destination 5, il y avait 3 topics. Donc là, on est sur outils, nouvelles technologies et solutions numériques. Donc, dans cette destination, sur le critère excellence, il me faut la slide, sinon je ne vais pas m'en souvenir. Vania? Merci. Donc, comme d'habitude, hein, et également avec c'est un peu similaire en fait à la destination 3. Encore une fois, hein, je me répète, mais intelligence artificielle et essais cliniques, c'est des critiques majeures hein, sur les 2 types de projets. Et en particulier sur cette destination, les projets qui avaient jugés comme des progrès au-delà de l'état de l'art limité ou des approches peu ambitieuses, ne sont pas passés. Vraiment, sur cette destination, on est quand même sur nouveaux outils, nouvelles technologies. Donc, on a plus de critères négatifs sur ces aspects-là dans les projets non financés. Sur l'impact,
on a eu beaucoup de commentaires négatifs sur, bon, ça ne se voit pas en nombre, mais sur les questions de propriété intellectuelle dans la partie exploitation. Soit que la stratégie était trop générique ou pas assez détaillée ou pas assez élaborée. Donc là, encore une fois, on développe des technos et donc c'est important de montrer comment la propriété intellectuelle va être gérée par la suite. Et encore une fois, là, le pathway to impact, donc dans quelle mesure on va pouvoir déployer les résultats de ces projets, ont été très négativement notés dans les projets non financés. Et donc sur la partie mise en œuvre, bon, c'est classique, là, il n'y a pas de différence et même tendance avec des analyses de risque trop négatives. Ben, sur la destination 6, en fait, la comparaison, elle est un peu plus difficile parce qu'il y a un seul topic. Il y a eu seulement 12 propositions qui étaient soumises en Europe. En fait, ce qui est, c'est un peu difficile, mais quand même, on a fait les statistiques avec ces peu des propositions soumises. Juste pour revenir, désolée, j'ai changé la diapo très vite, mais juste pour revenir, parce que les sujets de ce topic étaient Green Pharmaceuticals. Et en fait, on voit que les critères les mieux notés, c'est l'Open Science, Gender Dimension et Objective pour les projets financés en excellence. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis une note sur Clinical Studies. Ah oui, en fait, désolé. C'est parce qu'on n'a pas de notes pour les Clinical Studies sur les projets non financés. C'est intéressant, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on ne voit pas le détail des projets non plus. Et pareil, on voit une petite note sur l'intelligence artificielle, sur le non financé et par rapport au financé. Et pour la partie impact, ce qu'on voit le mieux, c'est l'exploitation plan qui est intéressant parce que le sujet sur Green Pharmaceuticals, l'exploitation plan est important. En fait, la propriété intellectuelle, comme disait Sophie tout à l'heure, cohérent avec l'appel, et la partie dissémination et communication qui est aussi important pour le sujet de l'appel. Et ce qui est intéressant sur la mise en œuvre, c'est que les critères, ils ont été très mal notés pour la destination. En fait, la moyenne est de 3,9. C'est la destination où on note les moins bien la mise en œuvre de toutes les destinations que nous avons analysées. Mais bon, mais je reviens sur le fait qu'il n'y avait que 12 propositions. Et nous, on analysait que 8. Merci Vania. Avant de passer à la suite, peut-être voir s'il y a des questions, je voulais juste revenir sur le commentaire de Vanessa Tixier. Par rapport aux destinations, oui, je pense que c'est important puisque même si les topics changent à chaque fois, les destinations restent les mêmes. Donc, par exemple, quand on voit sur la destination 2 qu'il y a ce problème d'intégration des SHS pour les appels 2022, ça va être sur des appels différents, mais toujours avec cette intégration des SHS qui sera attendue, ou sur les destinations 3 et 4, 3 et 5, pardon, où on va voir cet aspect d'exploitation des résultats qui est importante, etc. Donc c'est sûr que ça reste des choses très générales, mais je pense que ça peut être intéressant. Il y a une question de Caroline Desvergnes. La répartition négative-positive sur chaque sous-critère entre financé et non financé n'est parfois pas très discriminant. Exemple destination 3, pouvez-vous l'expliquer? Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas voir très bien, c'est parce qu'il y a 5 topics et en fait, on n'a pas eu les détails. En fait, on aurait pu les faire, mais peut-être pas, hein, je ne sais pas du tout. Hein. Je pense que ça sera intéressant éventuellement sur la destination 3 de faire par topic qui sont mine de rien quand même assez différents. C'est comme, ça revient un peu quand j'ai fait au tout début de la présentation la discrimination entre positif et négatif en macro, ça donnait pas grand-chose en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir le critère discriminant par destination et là, du coup, pour la 3, peut-être par topic. C'est pas toujours net. Mais oui, on n'a pas d'hypothèse très claire là. Si quelqu'un en a une d'ailleurs, on vous invite à commenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Parmi les commentaires positifs, il serait intéressant de faire une analyse fine des adjectifs utilisés positivement, mais qui sont différents et plus ou moins positifs entre nos notes de 4 et 5. Il n'y a plus qu'à annuler les vacances d'été. Mais c'est très intéressant, ça fait partie des... En fait, on avait une question pour vous après, c'est comment on peut aller plus loin et quels seraient les aspects intéressants à regarder. On a noté tous ces adjectifs, en fait, on voulait essayer de travailler sur des nuages de mots justement pour voir quels sont les mots qui ressortent le plus. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le faire très finement, en fait, sur des différences de notes. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, Vania, mais... Oui, je suis d'accord. En fait, en réalité, en fait, malgré les détails de cette présentation, on a toujours encore très macro. On peut aller vraiment plus loin, et je pense que ça, en fait, effectivement, les aspects positifs entre 4 ou 5 ou même, tous celles qu'on a, choisies, en fait, ça peut être intéressant, ouais. Merci. Là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vous pouvez prendre la parole, hein, parce que c'est... Ok, donc bon, toujours temps de poser des questions. Là, c'est une analyse des budgets demandés, enfin une analyse c'est un grand mot, parce qu'on m'a posé la question par rapport au budget demandé dans les projets, dans quelle mesure c'est supérieur au budget indiqué dans les propositions, parce qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on peut dépasser, est-ce qu'on peut demander plus, et si on demande moins, etc. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas tellement de règles, donc j'ai fait par topic. Donc sur la destination 1, le topic qui était ouvert, donc c'était un projet indiqué à 10 millions d'euros. Donc j'ai mis juste les projets financés et les réserves listes, le budget qui avait été demandé et dans la colonne de droite, l'écart par rapport au budget indiqué dans l'appel à projet. Donc là, bon, on reste quand même bien autour des 10 millions, mais il y a des écarts plus ou moins importants. Il y a un projet qui a été financé qui a presque 12 millions. Donc apparemment, ça n'a pas été un souci. En fait, pour aller plus loin, il faudrait que j'aille voir pour chacun des projets ce qui a été noté dans l'adéquation des ressources. Mais de manière générale, dans la partie work plan, il est indiqué, c'est noté en fait l'adéquation des ressources avec les activités à réaliser. Donc si on continue de regarder pour la destination 2, on voit en fait que ça dépend des appels, mais par exemple sur le topic numéro 1, un projet main list a demandé 20% en moins, donc on est sur un projet à 6,6 millions pour un appel à projet indiquant 8 millions. Apparemment, c'était pas un souci, hein. Donc il y a autant des projets qui demandent plus que moins. Oui, des fois, c'est très proche. Voilà, donc vous pourrez regarder, hein, je ne vais pas tout détailler, mais disons que ma conclusion, là, comme ça, c'est que c'est pas le plus important, la valeur absolue de ce que vous demandez, du moment que c'est pertinent avec les tâches que vous devez faire. Et d'ailleurs, il y a des projets qui demandent beaucoup moins, hein, et qui passent aussi. Donc ça, je suis un peu étonnée, je ne pensais pas forcément, puisque il y a après ce problème d'ambition et d'adéquation à tous les aspects qui sont demandés. Mais des fois, ça passe. Et il y avait un appel, il faut que je le retrouve. Il est peut-être dans la destination 5. Tu me dis si c'est, Je ne sais plus où il est. Il y a un appel qui a demandé 10 millions ou 12 Ah, millions sur un projet qui a demandé 10 ou 12 millions sur un appel à 6 millions. Je ne sais pas où il est. Mais et il est passé. oui, en Donc, fait, il est là, non, c'est celui-là, 10 millions sur un projet. Ah non, mais là, il y en a plusieurs à 10 millions. Ouais. non, je crois que c'est sur la destination 5. Je sais plus. Mais en tout cas, ça passe, hein, ça passe et voilà. Donc il n'y a pas de règle. Disons qu'il faut que les moyens soient justifiés par rapport aux objectifs. Donc bon, vous retrouverez celui à 12 millions dans un. Ouais, ben voilà, c'est Elle est celui-là. là. Ouais. Le tool 0602. Donc voilà. Il faut que ce soit justifié et ça rejoint tout ce qu'on a détaillé tout à l'heure, hein, commentaires, enfin, pas assez justifié, pas assez détaillé, etc. Donc voilà, c'était juste un petit plus. Ouais, de toute façon, on va vous partager tout ça.
Et ben juste pour finir presque, tous les ressources utiles, le briefing des experts évaluateurs, la forme d'évaluation aussi, c'est important de regarder plus en détail qu'est-ce qui est demandé aux évaluateurs, en fait, de prendre en compte. Les liens pour devenir expert évaluateur, ça c'est important aussi. En fait, ça donne un point de vue sur comment faire, qu'est-ce qui est le plus regardé ou pas. Je vous ai mis aussi le portail Horizon Europe parce qu'il y a beaucoup d'informations sur l'évaluation, pas que dans le cluster santé, mais dans d'autres clusters aussi. Et, je vous ai mis le lien de PSN juridique et financier parce qu'il traite ces aspects de l'évaluation sur les projets dans Horizon Europe. Ils ont même fait un webinaire sur l'évaluation. Et, et finalement, ce que je vous disais, en fait, lisez attentivement l'appel. En fait, ce qui est marqué sur les aspects politiques, il faut les prendre en compte pour y répondre. Regardez ce qui a été financé dans le passé dans la même thématique d'un 10. Prenez en compte tous les aspects demandés, tout est important, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Faites-vous accompagner. Je pense toujours à ce projet avec 5 en excellence et 4 mises en œuvre qui n'a pas passé. Et en fait, faites-vous accompagner. Ne forcez pas votre projet sur un appel. Ayez un bon anglais, utilisez des figures et des graphes quand vous écrivez, ça c'est des conseils plus généraux. Et il y a un lien vers une vidéo du PSN juridique et financier sur la partie des genres. Allez-y, en fait, le lien, il est là. Et quand vous allez avoir le diapositive, vous allez pouvoir regarder directement parce il y a toute une série de conseils par rapport au biais de genre. Est-ce que vous avez des questions? Ou des commentaires, ou des Ou des... partages d'expérience. En attendant les questions, je vais Oui, peut-être... c'est Oui, Françoise Charby au CEA. Merci beaucoup, beaucoup. C'est énorme travail. Enfin, vraiment, ça nous aide beaucoup et je voulais vraiment vous remercier. merci. J'ai pas le chat, alors c'est pour ça que c'est ma collègue Caroline qui pose les questions pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Justement, je vais partager mon Slido. Je voulais qu'on récupère vos suggestions en fait d'autres aspects à regarder parce que là, comme l'a dit Vania, on est resté quand même assez macro. On pourrait peut-être aller voir des détails par rapport à vos expériences aussi. Donc déjà, on voulait savoir si ce webinaire vous avait été utile ou si vous ne savez pas encore. Et oui, si vous pouvez, donc ça va être dans Slido, mais si vous voulez le mettre dans le chat ou le partager, voilà, selon votre expérience, quels seraient des points à aller voir plus précisément. Donc on a déjà plus quelle personne qui a partagé sa suggestion, donc c'est bien noté. Mais si vous avez voilà, d'autres aspects qui vous paraissent importants et qu'il faudrait aller voir comment ça se traduit dans les ESR, on est vraiment preneur pour faire éventuellement une suite à ce webinaire pour aller voir plus de détails. J'ai des questions sur le chat, Sophie, pendant que les gens répondent dans le Slido. Et une question que je trouve intéressante, qu'est-ce qu'une bonne intégration de ces SHS dans les projets du cluster 1? Eh ben, c'est une bonne question. Non, mais je pense que c'est le fait qu'il soit, je caricature, hein, mais qu'il soit pas là pour faire joli. Mais c'est-à-dire que si on doit, je sais pas, souvent dans les projets, il est demandé d'étudier les facteurs de risque socio-économique, par exemple, ou comment on s'assure de l'acceptabilité d'une solution d'intelligence artificielle pour les patients. Enfin voilà. Que en fait, ces questions-là soient intégrées au design de la recherche, qu'on se pose les questions dans le cadre du développement de la recherche et de la méthodo, mais pas que on fasse juste à la fin un questionnaire pour savoir si les gens sont contents. Enfin, je caricature, après j'ai pas d'exemple précis. Si quelqu'un a monté un projet et a un exemple, je veux bien qu'il partage, mais c'est vraiment en amont et dans la co-création, dans les questions sur la méthodo de la recherche. Je pense que c'est ça, même si ça reste très vague ce que je dis. Mais si quelqu'un veut compléter, avec plaisir. J'ai un autre
En fait, une autre question pour les projets en 12 étapes, faut-il mettre l'accent sur une partie précise? Je pense qu'il faut relire bien le texte de l'appel. En fait, en gros, il faut vraiment que tous les aspects soient pris en compte. Donc, de toute façon, pour les appels en 2 étapes, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra qu'on fasse l'analyse des ESR, donc des premières étapes qui ne sont pas passées, et quand on aura les résultats des 2 étapes, voir la différence. Mais ça, du coup, ça sera l'année prochaine. Mais on a bien compris vos attentes sur les 2 étapes. C'est vrai qu'il y a des questions spécifiques au projet en 2 étapes pour justement voir qu'est-ce qui fait qu'un projet passe en 2e étape ou pas. Sophie, peut-être que tu peux lire les réponses parce que on n'arrive pas à lire sur l'écran. Je ne sais pas si tu as accès. Ah, vous n'arrivez pas à lire. Donc, voilà. Oui, il y a beaucoup de suggestions, c'est cool. Alors, impact. Alors, impact, il faudra peut-être nous donner plus de détails. Donc, les appels en 2 étapes, ça, on a bien compris, mais du coup, on sera obligé d'attendre les résultats des 2e étapes pour avoir les ESR. Quel niveau de détail faut-il donner sur l'IA? On pourra essayer de développer la slide, mais c'est vrai que j'avais déjà repéré tous les commentaires. Après, ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas accès au projet, donc on ne peut pas faire cette analyse vraiment plus détaillée entre qu'est-ce qu'il y avait dans le projet et qu'est-ce qui a été commenté positivement ou négativement. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait peut-être qu'on ait un échantillon, je sais pas, on pourrait essayer de faire ça sur 10 projets, si on récupère 10 projets français avec les ESR. Mais c'est un autre travail. En fait, ça, en fait, c'est en rapport aussi aux commentaires de Marc Audbert sur en fait, de ne pas faire le travail de commentaires de ESR de la première étape. C'est parce qu'on n'a pas accès aux ESR de la première étape. Si, pour les projets non financés, non acceptés en 2e étape. Et pour la 2e étape, ceux qui déposent à la 2e étape, on aura l'ESR du dossier complet. Donc ça, faudra voir comment on analyse ça. Ouais. Ensuite, on demande les stats sur la répartition hommes-femmes en tant que coordinateur. Alors nous, on n'a pas accès à ces informations, mais normalement, peut-être Virginie pourra confirmer, mais c'est le genre de stats que la commission fait quand elle présente les résultats. Donc on aura peut-être cette info via la commission, mais nous, on n'a pas accès au PI en fait. Mais il me semble que la commission fait ces stats, donc on pourra partager. Est-ce que c'est un critère pris en compte comme dans le pilier 3? Alors, pas en tant que tel, c'est-à-dire les critères, on vous les a montrés, c'est excellence, impact, mise en œuvre, c'est vraiment l'expertise. Par contre, c'est un sous-critère. La parité dans le personnel responsable de la recherche est un sous-critère en cas d'égalité. C'est le 3e sous-critère. D'abord, il y a thématique, note d'excellence ou note d'impact, et puis parité. Pour les projets avec des critiques sur les essais cliniques, quels sont les partenaires? Ok, faudra regarder ça. Sophie, c'est Catherine. Ouais. C'est moi qui ai posé cette question-là. En fait, je me demande, quand il y a des critiques sur les essais cliniques, est-ce que c'est parce que ce sont des scientifiques recherche pure qui ont proposé quelque chose sans l'intervention d'une URC ou un équivalent de gens? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être lié au partenariat ou est-ce que c'est plus fin? Mais ça, j'imagine que vous n'avez pas des informations sur les partenaires des projets quand vous regardez. Si, il y en a quand même. Il y a la liste des partenaires, mais on pourra juste dire est-ce que c'est un CHU ou pas, quoi. Déjà, ça serait bien parce que si dans les projets qui ont des critiques sur les essais cliniques, il n'y a jamais de CHU, c'est peut-être une très bonne indication sur la qualité du partenariat et ça peut donner une piste de résolution sur le sujet, en fait. Ok. Merci Catherine. CHU ou CLCC? CLCC, c'est noté. Je dis ça juste. Après, oui, et puis au niveau européen aussi, voilà, c'est ça. Oui, c'est tout type de... Centre hospitalier spécialisé en recherche clinique. C'est ça. Intéressant de savoir si les projets financés ont eu la même thématique pour remplir le portefeuille des projets. Alors normalement, c'est pas noté comme ça, sauf si c'est spécifiquement indiqué dans le Work Programme.
Il n'y a pas de portefeuille de projet. C'est vraiment noté sur l'excellence. La thématique, c'est le premier sous-critère en cas d'égalité. C'est-à-dire, si les 5 premiers projets financés sont sur, je sais pas, cardiovasculaire et il faut départager les 6 et 7, s'il y en a encore un sur cardiovasculaire et l'autre sur diabète, ça sera diabète. Mais ça intervient pas dans le classement initial, la thématique, mais on pourra regarder. Je Mais vous ça, ai la mis, commission le fait, je pense. je vous ai mis dans les chats les statistiques qui font la commission sur la répartition en femmes, en fait. Ça s'appelle She Figures. C'est Mais très après, intéressant. on l'a par appel. Je ne sais pas si Virginie, elle est connectée, savoir si on peut diffuser ce genre de choses. Mais pareil, pour les thématiques, je crois qu'ils font des choses aussi. Sophie, Virginie n'est pas connectée, N'est mais pas connectée. on la retrouve plus tard. Bon, on vous dira ça. Et j'en profite, Sophie, avant que tu reprennes le fil des questions qui sont posées directement dans Slido. Marc Audebert, dans le chat, demandait si on avait la répartition géographique des coordinateurs financés. Oui, bah, on a le pays coordinateur, oui. Mais on n'a pas fait de... Bah, si, j'ai fait les stats dans le GTN. Oui, en février dernier, ouais. En février, je crois qu'on a fait des stats sur le nombre de coordinations par pays. Oui, c'est vrai. Je pourrais la renvoyer. Je note. Et après, il y a des ajustements parce que les différents pays européens ont récupéré des coordinations qui étaient pour les UK. Ouais. Et, il faudra remettre à C'est jour. vrai. Ouais. Parmi les commentaires positifs, il serait intéressant de faire une analyse fine des adjectifs. Ah oui, mais ça c'est. Merci d'avoir remis la question. Liste exhaustive de risques à envisager et mitigation de mesures associées. Lors d'un projet passé, les PCN espagnols avaient eu accès aux commentaires des évaluateurs en off. Eh ben, ils sont bien connectés. Ça nous a été utile pour dire la base de oui. Alors ça me paraît compliqué parce que normalement les experts évaluateurs ils sont soumis à une clause de confidentialité pendant un certain nombre de mois après l'évaluation. Donc peut-être pas faire ça. Est-ce que j'ai passé toutes les suggestions? Oui. Donc c'est pas clos après ça. Vous pouvez toujours nous envoyer vos demandes par mail et on essaiera d'organiser un autre webinaire. Est-ce que certains partenaires demandent beaucoup moins que 100% de taux de financement? Que certains projets demandent plus 25 voire plus 100%? C'est un peu limite en termes d'égalité des chances. Je suis pas sûre de comprendre la question. La personne qui l'a posée peut peut-être prendre la parole si c'est possible. Oui, c'est Françoise Cherby, au CEA. Ça m'interroge le fait que les budgets soient si différents et qu'ils passent quand même. Et je me demande, est-ce que il y a des compromis qui sont faits par certains industriels pour en faire beaucoup plus avec un peu moins d'argent et du coup charger beaucoup la barque en fait avec un budget beaucoup plus élevé qui justifierait qu'il y a beaucoup plus de résultats finalement qu'un projet qui respecte le budget limite. Alors, je vais pas regarder en détail, mais comme ça, je dirais non, parce que déjà, il y a assez peu de gros industriels dans les projets santé. On est sur des PME, Ouais. des Même dans la biotech. destination 6 Ah, ça, j'ai pas regardé. Dans la destination 6, là, il y avait qu'un topic, donc il faudrait aller voir quels sont les types de personnes qui ont répondu, mais c'est assez peu représentatif finalement, parce qu'il n'y a que 12 projets. Mais sinon, de manière générale, il y a très peu de gros industriels. Il faudrait que je fasse des stats là-dessus. On est plutôt sur des PME, des biotech, donc ils vont pas du tout demander moins que ce dont elles ont besoin. Bien sûr. Et de toute façon, je suis pas sûre que ça passerait en fait, parce que il faut que le budget demandé soit en adéquation avec les tâches. En fait, on voit, c'est très négativement commenté quand soit le budget est sous-estimé, c'est indiqué, hein, les ressources ne permettent pas la faisabilité du projet, ou c'est trop gonflé, enfin, c'est surestimé, il n'y a pas besoin de ça. Souvent, c'est plutôt sous-estimé. Après, il me semble, alors je ne suis pas certaine, mais qu'en effet, des partenaires peuvent participer au projet sans demander de budget. Il peut y avoir des industriels qui participent, mais dans ce cas, ce n'est pas compté dans le budget de la commission. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que ça
ça entraîne une égalité des chances. Quand les budgets demandés sont plus élevés, c'est parce qu'ils sont nécessaires. Sinon, c'est un critère vraiment très, très commenté. Le budget, l'allocation des ressources, l'adéquation des ressources avec les tâches, c'est un des critères sur lesquels on voit le plus de commentaires, que ce soit positif ou négatif. Donc, en tout cas, c'est bien regardé. Et je pense que les experts doivent être bien briefés là-dessus. Donc, je pourrais regarder en détail, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah oui, oui, en partie, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je ne vois pas. Non, beaucoup de compliments. Merci. Merci. Bon, on a bien noté vos Suggestions. retours, suggestions. On va voir comment on peut avancer là-dessus. Et on a bien noté la grosse attente sur les appels en 2 étapes. Mais là, il va falloir patienter un peu, hélas. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour, voilà, pour des questions, pour aller plus loin, etc. On sera ravis de travailler avec vous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. On vous Et passera le lien après. En fait, ces webinaires étaient enregistrés et on mettra ça sur les portails européens du ministère. merci. Au revoir. Merci.